Tacite aura-t-il été le premier spin doctor ? L'image est un peu tirée par les cheveux, je vous l'accorde, et l'anachronisme aussi exotique que l'emploi de cet anglicisme pour évoquer l'historien de l'Antiquité contemporain de Néron. Alors oui, c'est un peu tiré par les cheveux, et pourtant, Tacite fut tout à la fois haut serviteur de l'État et historien, conseiller du pouvoir et témoin de son temps, nous laissant aujourd'hui pour trace la chronique de la vie politique du 1er siècle après Jésus-Christ, et un gros travail sur l'image que ce pouvoir pouvait façonner. Cette émission de 1999, tirée des archives d'Une vie, une œuvre, nous fait redécouvrir ce personnage multifacette qui a beaucoup dépeint le récit que le pouvoir donnait de lui-même. Une vie, une œuvre, Tacite, l'amour de Rome et le désespoir de l'historien. Cela se passe le jour des Saturnales, c'est-à-dire pour nous le jour du carnaval. Alors imaginez. La traduction est évidemment très classique. Il faudrait peut-être des mots plus violents. C'est-à-dire, pour ma part, je traduirais à la fin, on croyait voir à la fois une même ville en fête et en rut. Dans le même temps, il y a là un personnage, Vitellius, qui apparaît bien comme quelqu'un de mou, disons peu politique, engoncé dans sa corpulence et dans ses appétits, et qui est abandonné par tout le monde. Il s'est réfugié dans son palais. Et dans son palais, là encore, comme pour Agrippine, il n'y a plus personne. Il ouvre les portes. Derrière les portes, personne. Alors vous savez, ce palais vide, c'est le palais tragique par excellence. Seulement la tragédie, c'est bien au-delà de l'histoire. C'est plutôt la tragicomédie. Vitellius se réfugie où? Dans un endroit innommable, dit Tacite, il se réfugie dans les toilettes. Et c'est là que les troupes viennent le trouver, qu'il est attrapé, collé par ses anciens soldats, par l'ancien tribun militaire, qu'il est traîné, qu'on le gifle, qu'on le blesse au passage. C'est-à-dire qu'il vit finalement une véritable passion de Vitellius. D'où il sort, là encore une fois, par un mot, un dernier mot, Zultima verba. Il dit aux soldats, aux tribuns militaires qu'il frappait, « J'ai tout de même été ton général ». Voilà, je crois, les points de violence que le regard de Tacite met en évidence d'une façon extraordinaire. Et ce mot, ces phrases terribles, portent la marque de Tacite. Parce que ce qu'il y a de caractéristique dans le style de cet auteur, c'est qu'il fait, par exemple, un long développement de récit
à la fin duquel tombe une phrase comme une guillotine. Ubi solitudinem faciunt pacem appellant, là où ils font un désert, ils appellent ça la paix. C'est une phrase qui, quand même, a pu hanter la mémoire de tous ceux qui ont eu un impérialisme dans la tête ou le cœur. J'entreprends l'histoire d'une époque féconde en événements, signalée par des combats, troublée par des séditions, cruelle même pendant la paix. 4 princes égorgés, 3 guerres civiles, des guerres étrangères, et souvent les unes et les autres tout à la fois. Des succès dans l'Orient, dans l'Occident des revers. L'Illyrie soulevée, les Gaules chancelantes, la Bretagne entièrement conquise et aussitôt délaissée. Toutes les nations des Sarmates et des Suèves se liguant contre nous. Le Dace, anobli par nos défaites et par les siennes. Les Parthes même, tout prêts à prendre les armes, abusés par un faux Néron. Puis l'Italie, désolée par des désastres nouveaux, ou qui, depuis une longue suite de siècles, ne s'était point renouvelée. Des villes englouties ou renversées dans la plus riche contrée de la Campanie. Rome, dévastée par des incendies, nos plus anciens temples consumés, le Capitole même embrasé par la main des citoyens, nos plus saints mystères profanés, des adultères fameux, les mers se couvrant d'exilés, les rochers inondés de sang, des barbaries plus révoltantes dans Rome, la naissance, les richesses, l'acceptation ou le refus des honneurs, devenus des crimes, et la mort, l'infaillible partage des vertus. Les délateurs, non moins odieux par leurs récompenses que par leurs crimes, se partageant comme des dépouilles, les uns les sacerdoces et les consulats, d'autres les commandements au dehors, la puissance au dedans, menant, bouleversant tout, armant la haine ou la faiblesse des esclaves contre les maîtres, des affranchis contre les patrons, et au défaut d'ennemis, les amis même. Alain Michel, puisque vous connaissez si bien l'histoire romaine et Tacite en particulier, par quel biais pourrait-on commencer à parler de ce grand homme, grand historien, donc, peut-être par sa vie, ce que l'on en sait, on sait qu'il est né sous Néron, mais il y a des incertitudes quant à sa date de naissance exacte. Oui, il est né à peu près en 55-57, c'est-à-dire au moment encore de la plus grande puissance de Néron. Il y a le mot célèbre qui dit qu'au moment où le tyran était au pouvoir, à ce moment même naissait Tacite dans l'Empire, comme pour apporter une revanche. Et précisément, c'est cette méditation sur le sens de l'Empire et sur le sens de l'œuvre qui mérite l'intérêt et l'attention, parce que Tacite n'est pas seulement un écrivain extraordinaire, un narrateur de génie, mais il est aussi un homme de pensée, un homme de réflexion, et il sait interroger d'une façon beaucoup plus nuancée, mais aussi beaucoup plus profonde qu'on ne croit, sur le destin de l'Empire romain, de l'impérialisme, et aussi, et plus largement encore, des structures politiques qui ont commencé à se dessiner à l'époque de Rome. Et ceci d'autant plus que, en fait, Tacite lui-même a été aussi un politique. Encore faut-il savoir ce qu'on peut appeler politique sous l'Empire, qui est une période de non-liberté. Mais il a été un haut fonctionnaire. Il a été associé à la gestion de l'Empire et à la protection de la tradition romaine. D'où une double attitude, qui d'une part est une attitude de loyauté extrême, et qui d'autre part est une attitude de tristesse. Une tristesse qui, à mon avis, ne va pas jusqu'à la révolte, car il a été fidèle et dévoué au pouvoir qu'il voulait sauver, mais qui va jusqu'à une déception profonde, justement, à l'égard de la politique. Le pouvoir rend fou, dira Nietzsche. Et précisément, Tacite montre que le pouvoir a souvent rendu fous les empereurs, ou, chose pire peut-être, qu'il les a rendus bêtes.
Tacite ne regrette pas tellement quelquefois qu'il soit bête. Il dit qu'une certaine médiocrité est bonne pour le pouvoir. C'est l'image qu'il nous donne de l'empereur Vespasien, qui était un petit peu avare, qui était un petit peu trompeur, mais pas beaucoup, qui s'arrangeait toujours pour arriver après les batailles et pour ramasser les débris. Et par là même, par sa médiocrité, il était protégé contre la tyrannie. Alors, deux réponses de l'historien qui, lui, est un homme d'idéal, est un homme de pensée, est un homme de vérité. La première, cela est lamentable, et n'est qu'un des avatars piteux du pouvoir, même du pouvoir romain, même de l'Empire. Deuxième réponse, l'Empire est pourtant devenu le seul moyen de sauver Rome, et on essaiera donc de la faire durer. Sous le consulat de Marcus Asinius, des prodiges fréquents annoncèrent un changement funeste dans l'Empire. Il y eut des tentes et des drapeaux consumés par le feu du ciel. Un essaim d'abeilles s'établit aux fêtes du Capitole. On débita qu'il était né des enfants moitié hommes, moitié bêtes, et un porc avec des serres d'épervier. On comptait encore parmi les présages alarmants la diminution qui survint dans le nombre des magistrats par la mort d'un questeur, d'un édile, d'un tribun, d'un préteur et d'un consul emporté dans l'espace de quelques mois. Mais Agrippine avait bien d'autres sujets d'alarme. Claude, dans l'ivresse, s'était échappé à dire que son destin était de supporter les dérèglements de ses femmes et ensuite de les punir. Ce mot qui la faisait trembler fut pour elle un avertissement d'agir et de se hâter. Agrippine n'hésitait que sur le choix du poison. Elle craignait que, violent et prompt, il ne décelât le forfait et que, s'il était trop lent, s'il dégénérait en langueur, Claude, à sa dernière heure venant à ouvrir les yeux, ne reprit sa tendresse pour son fils. On choisit une femme habile dans cet art nommé Locuste, qu'on venait de condamner pour empoisonnement et qu'on ménagea longtemps comme un instrument nécessaire au tyran. Cette femme mit tout son talent dans la préparation du poison. Les historiens de ce temps ont rapporté que le poison fut mis dans des morilles, mais fort goûté du prince, et qu'on n'en vit pas l'effet sur le champ, soit stupidité de Claude, soit parce qu'il était ivre. Agrippine, saisie d'effroi, recourut au médecin Xénophon qu'elle avait pris soin d'avance de mettre dans ses intérêts. Celui-ci, sous prétexte d'aider le vomissement, enfonça dans le gosier de Claude une plume imprégnée d'un poison subtil, n'ignorant pas que s'il y a des risques à ébaucher les grands crimes, il y a du profit à les consommer. Claude Nicolet. Après tout, ce même Tacite a donc tympanisé cette galerie de monstres qu'étaient les empereurs romains. C'est pas moi qui dis ça, c'était l'auteur du Code civil, Portalis, qui dit que c'était une galerie de monstres, bien sûr, mais il les a peints pour la postérité, pour ses contemporains, d'abord pour ceux pour lesquels il écrivait, il les a peints, et nous dépendons de cette peinture que nous avons conservée, donc nous en dépendons, nous sommes forcément obligés de les croire en partie, nous sommes obsédés par l'ampleur, la beauté, la profondeur d'une œuvre d'art, mais qui est peut-être après tout à fait partiale. Nous n'en savons rien, ou plus exactement, la tâche de l'historien contemporain sera à la fois de comprendre l'historien Tacite en son temps, dans ses intentions, dans son style magnifique, dans sa pensée, d'ailleurs contradictoire, sa pensée qui n'est pas simple, qui n'est pas monolithique, dans ses rancœurs, quoi qu'il prétende ne pas en avoir, etc. Et de comprendre par lui, nous sommes bien obligés de passer par lui, puisque nous n'avons pas tellement d'autres documents, mais nous en avons quelques-uns, j'espère vous le montrer, de comprendre aussi la réalité qui est peinte, qui est décrite ou qui est racontée par cet auteur. Il faut rappeler d'abord que
lui-même se définit, il est rerum scriptor, ça veut dire celui qui raconte les événements, qui raconte l'histoire. Et il l'a choisi, je ne dis pas ce métier, il a choisi ça, c'est un genre littéraire pour lui, incontestablement. Il a le sentiment de faire une œuvre d'art. Il est un homme politique, il est un haut magistrat, il est avocat de formation, comme la plupart des sénateurs de cette époque. Mais on peut dire aussi qu'il est philosophe. Il a cette vaste culture de type littéraire qu'avaient les gouvernants de cette époque. Il commence à écrire non pas de l'histoire. Il commence ses premières œuvres, nous les connaissons, l'année de son consulat à peu près. Donc il est déjà un homme de plus de 40 ans et bien engagé dans un des gouvernants de l'Empire romain. Mais dans ce monde qui est un monde de la clientèle, un monde des relations familiales, naturellement. Il a la chance d'être le gendre d'un grand général, Agricola, et qui a fait quelque chose de très important, des campagnes en Orient, et qui est celui qui a achevé la conquête et la pacification de la Bretagne, c'est-à-dire de l'Angleterre. Et Agricola avait des rapports souvent difficiles avec les empereurs comme les grands généraux, parce que cet empire romain à cette époque, à l'extrême fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, est encore quelque chose de fragile. Il sort à peine d'une incroyable guerre civile, une crise qui a duré presque 2 ans, où 4 empereurs se sont succédés au cours de ces années, qui étaient la plupart, pas tous, des généraux qui avaient usurpé le pouvoir en entraînant leurs armées à leur suite, et le monde a été bouleversé. Et comme l'histoire romaine, c'est une série de crises de ce genre, de guerres civiles, qui laissent des souvenirs odieux aux contemporains. Et donc, dans les périodes qui suivent, ça se tasse et les gens ne veulent pas recommencer, naturellement. Et ils espèrent toujours que le prochain pouvoir sera meilleur que le précédent. Il faut garder tout ça présent à l'esprit. Alors, il a commencé par écrire, ce qui avait un sens, la biographie élogieuse de son beau-père. Puis il écrit un livre de géographie ou d'ethnologie sur des barbares, mais pas n'importe quel barbare. Des barbares qui étaient déjà l'obsession de l'Europe, n'est-ce pas, les Germains. Ça durera 2 millénaires. Et il écrit un éloge de la Germanie, mais il pense constamment, c'est un livre sérieux où il transmet des renseignements. Il réfléchit évidemment aux guerres germaniques qui ont déjà eu lieu, et puis il décide d'écrire l'histoire. Et il commence par la période la plus récente, c'est-à-dire qu'il va écrire ce que nous appelons, nous, les histoires, mais c'est en fait précisément le récit, l'analyse de ces guerres civiles du temps qui ont suivi la mort de Néron, qui ont vu se succéder Galba, Othon, Vitellius, ces usurpateurs ou ces empereurs qui ont duré peu de temps avec les guerres civiles, et tout étant en fin de compte réglé en faveur d'une nouvelle dynastie, Vespasien, qui était le commandant en chef des armées orientales. C'est sous ces empereurs-là que Tacite commence sa carrière littéraire prudemment. Il a fait une carrière normale. Consul de l'Empire, c'est plus ou moins comme un préfet actuellement. Pas exactement, car un préfet actuel a beaucoup de pouvoir. Le consul, c'est simplement un rôle à la fois honorifique et politique. Et cela témoigne d'une situation du pouvoir et d'une organisation du pouvoir qui est originale. Tout le pouvoir appartient au prince, celui qu'on appelle le prince, le princeps, c'est son titre officiel. En réalité, c'est l'empereur. La seule obligation qu'avaient les grands personnages, et particulièrement les grands intellectuels, était de donner leur accord à l'action de l'empereur. Par exemple, de l'aider à mettre à mort ses opposants. Et c'était donc un régime qui exigeait la connivence.
C'est ce que Tacite va, d'une certaine manière, donc pratiquer, cette connivence? Il va la pratiquer en ce sens que il ne croira pas au retour à la République. L'immensité de Rome fait qu'elle ne supporte plus la liberté. Elle a besoin d'être gouvernée par un pouvoir à peu près absolu. Et Tacite croit cela. Il ne croit plus à la possibilité d'un pouvoir républicain. Mais alors, que faut-il faire? Eh bien, il faut arriver à diriger l'empereur dans le sens de la vertu et de créer une sorte de consensus spirituel, consensus philosophique, consensus moral, gagé par une liberté relative qui devrait permettre à l'empire de durer. Et effectivement, il va durer, parce qu'il durera encore pendant plusieurs siècles. C'est la première grande crise, c'est la première mise en question de Rome. Mais les empereurs ont fini par la surmonter. Ils l'ont surmontée à plusieurs reprises, ils y ont échoué à plusieurs autres. Et Tacite, devant eux, est un peu comme ces hauts fonctionnaires de notre temps. Alors là, en cela, il ressemble un peu à un préfet, mais surtout, il ressemble aux intellectuels, aux chefs de cabinet, aux gens qui créent une idéologie pour essayer d'orienter le pouvoir dans le sens d'une vertu qui lui permette d'être acceptable. Et après tout, le pouvoir est devenu philosophe. Au moment où vit Tacite et où il va composer donc l'ensemble de son œuvre, Alain Michel, quelle est l'extension exacte de cet immense empire romain? Oh, on peut dire que c'est toute l'Europe au sens actuel du terme, c'est-à-dire jusqu'au Danube et jusqu'au Rhin. L'Hymen, n'est-ce pas, la ligne frontière de Rome avec des murailles qui sont plus un symbole qu'un pouvoir, s'arrête à Budapest, s'arrête au Danube. Et naturellement, l'Empire englobe la Méditerranée et englobe toute l'Afrique du Nord, et puis il englobe la Grande-Bretagne, que Tacite a bien connu par son beau-père Agricola, qui en avait été le proconsul, et qui avait été chargé de l'administrer. Et dont il fait un superbe éloge funèbre, d'ailleurs. Dont il fait un éloge funèbre à la fois superbe et quelque peu désespéré. Agricola, quoique mort au milieu de sa carrière, a longtemps vécu si l'on considère sa gloire. Comblé des vrais biens que donne la vertu, revêtu du consulat et des décorations triomphales, que pouvait-il demander encore à la fortune? Ses richesses, sans être immenses, suffisaient à son rang. Heureux de voir sa fille et sa femme lui survivre, heureux aussi d'avoir conservé sa dignité, l'éclat de sa renommée, ses amis et ses proches. Il avait encore le bonheur d'échapper à l'avenir. Car s'il eût été bien doux pour lui de prolonger sa vie jusqu'à l'aurore d'un siècle fortuné, de voir Trajan empereur, d'être témoin d'un bonheur dont ses pressentiments et ses vœux nous flattèrent en secret tant de fois, n'est-ce pas un grand dédommagement de cette mort prématurée que d'avoir échappé à ces derniers temps où Domitien, ne donnant plus ni trêve ni relâche à sa rage, voulait, dans un seul et long accès, épuiser tout le sang de la République. Et que dit Tacite des conquêtes occidentales, alors, c'est-à-dire à travers la vie d'Agricola ou laissée sur la Germanie, qui est plus au nord, que dit-il? Alors Tacite, dans la vie d'Agricola, il brosse le portrait des conquêtes de son beau-père, qui a mené une série de conquêtes successives entre 77 et 83 après Jésus-Christ, c'est-à-dire pendant plusieurs années d'efforts successifs. Et le grand intérêt de ces conquêtes, que nous connaissons essentiellement par cet ouvrage, mais aussi par des découvertes archéologiques et d'autres témoignages, c'est que précisément Agricola a réussi à avancer
par une stratégie de conquête planifiée en se fixant des objectifs réalistes chaque année et à avancer sans mettre en péril l'équilibre des forces en Bretagne, sans dépenser trop d'hommes et en se fixant des objectifs précis. Bretagne. Alors, qui est l'équivalent de la Grande-Bretagne. Effectivement, la Britannia, il faut le préciser, c'est la Grande-Bretagne, dont la conquête avait été lancée effectivement par l'empereur Claude en 43 après Jésus-Christ, après quelques tentatives avortées de Jules César bien avant. Et Agricola a obtenu un résultat tout à fait intéressant en Bretagne, et Tacite, à la fois loue Agricola et ses résultats, et en même temps voit dans cette expérience une expérience dont il faut tirer la leçon pour avancer en Germanie. Et il écrit ce traité un peu comme un traité de stratégie à l'attention de l'empereur Trajan, dont il a toute raison de penser qu'il se tournera vers la Germanie. Agricola n'a point vu le palais du Sénat assiégé, cette auguste assemblée investie de soldats, l'horrible massacre de tant de consulaires égorgés à la fois, l'exil et la fuite de tant de femmes illustres. Les délations de Messius Carus n'avaient remporté qu'une victoire. Le comble de l'horreur sous Domitien, c'était de le voir et d'en être vu, lorsqu'il comptait nos soupirs, lorsque, avec ce visage féroce dont la rougeur le préservait de la honte, il observait curieusement la pâleur de tant de victimes. Pour vous, ô Agricola, votre bonheur n'est pas seulement dans la gloire de votre vie, mais dans cette heureuse fatalité de votre mort. Les témoins de vos dernières paroles disent avec quelle fermeté, avec quelle satisfaction vous avez reçu l'arrêt du destin, comme pour léguer à Domitien sa justification en même temps que sa part héréditaire. Puisque Agricola, qui était d'origine marseillaise, a vécu sous les empereurs, particulièrement sous Domitien, et que, comme la plupart des hauts personnages, des hauts magistrats qu'évoque Tacite, il a été victime de l'empereur, parce que l'empereur ne désirait qu'une chose, c'est que son pouvoir fût absolu. Et par conséquent, il était pris de jalousie à l'égard de tous ceux qui essayaient de lui imposer une morale, et qui d'autre part obtenaient de ce fait un succès qui était dangereux pour le pouvoir. C'est déjà, au temps de Néron, l'histoire de Sénèque. Et Tacite donc décrit cette mort d'Agricola. Il l'a décrit au début du règne de Trajan, et en disant que enfin, à cette époque, c'est-à-dire dans les années 97-98, l'Empire va enfin réussir à accorder deux choses qui étaient jadis inconciliables et qui étaient le pouvoir et la liberté. Essayer d'établir une liberté qui soit la garantie de l'Empire, tel est son rêve. Seulement quand on regarde la suite de son œuvre, on s'aperçoit que dans tous les exemples qu'il décrit, la liberté échoue, et que le pouvoir tend irrésistiblement par sa folie naturelle, par sa fatalité, au contraire à la tyrannie. Alors il faut rester fidèle à ce pouvoir, mais naturellement une des grandes questions qui se posent est de savoir si vient un moment où intervient le droit de révolte. Et Tacite se trouve en présence de deux solutions qui avaient été adoptées par les philosophes de son temps et qui l'ont profondément touché et inquiété. Il pensait à Sénèque, il pensait à un très célèbre sénateur qui s'appelait Thrasea Paetus et qui avait dirigé une sorte de résistance ou le front sénatorial à l'époque de Néron. Et alors, tous ces sénateurs, tous ces intellectuels résistants avaient le choix entre trois solutions. La première, bien sûr, c'était, tout en étant résistants dans leur esprit, de ne pas résister, parce qu'ils voulaient sauver l'Empire. La deuxième,
c'était de refuser. Mais comme il s'était engagé par serment auprès de l'empereur, comme ils étaient sénateurs, que c'était l'empereur qui avait accepté qu'il fût sénateur, ils s'étaient donc liés par une sorte de serment. Ils étaient incapables de se révolter. Il ne leur restait donc qu'une solution, affirmer hautement leur refus. Et naturellement, ils attiraient ainsi contre eux la colère ou la crainte du prince, qui les mettait à mort puisqu'ils ne se défendaient pas. C'était l'attitude qui avait été adoptée au temps de Néron par Sénèque et par Thrasea, et qui l'ont payé tous de leur vie. C'était même avec une sorte d'acceptation totale, Néron leur demandait de se suicider. Et ils acceptaient, comme l'a fait Sénèque, qui se consolait en essayant d'imiter l'exemple de Socrate. Mais Tacite était indigné par cela. Et c'est ce qu'il décrit. Il décrit d'ailleurs la mort de Sénèque dans les Annales. Il décrit la mort de Sénèque avec admiration. Il est le seul qui l'ait fait. Il décrit aussi, et ce sont les dernières lignes de ses Annales, la mort de Thrasea. Mais lui-même écrit dans un autre passage des Annales que ces morts continuelles, ces suicides des adversaires de Néron finissent par leur nombre et leur répétition par lasser le cœur et par créer une sorte de dégoût, de taedium. De telle sorte que il est très proche de la troisième solution. Ne pas s'incliner, ne pas se révolter, mais surtout ne pas s'abandonner au suicide. Troisième solution, essayer de ou bien se révolter, si les circonstances le veulent, ou bien au moins agir sur le prince par de sages conseils. Et Tacite pense que ces conseils sont possibles. Toute sa vie sera donc à la fois une réflexion sur la révolte, ou bien, si l'on peut éviter la révolte, eh bien au moins faire comme il le dit, trouver un juste milieu, une sorte d'équilibre entre la liberté et la loyauté. Et c'est ce qu'il a voulu faire et qu'il glorifie aussi chez un certain nombre de magistrats. Et en même temps, c'est ce qui le conduit à écrire aussi. Et c'est naturellement ce qui le conduit à écrire. On porta à Sénèque l'ordre de mourir. Lui, sans s'émouvoir, demande son testament, et sur le refus du centurion, se tournant vers ses amis et les prenant à témoin de l'impossibilité où on le réduisait de reconnaître leur service, il leur lègue l'image de sa vie, le seul bien alors qu'il possédait et le plus précieux. Il leur dit de se ressouvenir de lui, qu'une amitié aussi constante leur ferait honneur, et comme il fondait en larmes, il ranima leur courage tantôt avec douceur, tantôt avec une sorte d'empire et de sévérité, leur demandant où était donc la philosophie, où était cette raison qui depuis tant d'années se prémunissait contre les événements, si l'on ignorait la cruauté de Néron, et s'il était possible que le meurtrier de sa mère et de son frère épargnât l'homme qu'il avait élevé. Voilà ce qu'il dit à peu près en s'adressant à tous. Ensuite, il embrasse sa femme, et faisant quelques efforts pour repousser les craintes que lui donnait la situation de cette épouse chérie, il la prie, il la conjure de modérer sa douleur, d'en abréger le cours et de chercher, dans la contemplation d'une vie vertueuse, un adoucissement honorable à la perte de son mari. Pauline protesta qu'elle était décidée à mourir, et elle sollicitait le ministère de l'exécuteur. Sénèque ne voulut point s'opposer à la gloire de sa femme. D'ailleurs, sa tendresse s'alarmait de laisser en proie aux outrages ceux qu'il aimait uniquement. Je t'avais indiqué, dit-il, ce qui pouvait t'engager à vivre. Tu préfères l'honneur de mourir, je ne serai point jaloux de tant de vertu. Quand le courage serait égal dans nos deux morts, le mérite sera toujours plus grand dans la tienne. Après ces mots, le même fer leur ouvre le bras à tous deux.
Jacques Gaillard, qu'est-ce qui vous fascine dans Tacite, l'historien de l'Antiquité que vous êtes? Bien, l'écrivain. Je veux dire par là que notre rapport aux auteurs anciens est quand même un peu faussé par le travail rhétorique que font les différents auteurs, c'est-à-dire toute une technique de l'exposition, du récit, qui n'est pas tout à fait la nôtre. En lisant Tacite, on a vraiment l'impression d'avoir quelqu'un qui a fait exploser la rhétorique, tout en étant un excellent élève de rhéteur, et qui rejoint un peu pour nous cette personnalisation de l'écriture, cette force individuelle que l'on confère à celui que l'on appelle un grand écrivain. Je crois que cela se transcrit dans la vision qu'a Tacite de l'histoire et de son spectacle d'une violence extrême. Cette sensibilité à la violence de l'histoire fait la violence du style de Tacite, qui a été très édulcoré par les traductions successives. On a voulu peut-être un peu lui prêter un langage qui était beaucoup plus proche de celui de Tite-Live, de ce que l'on peut lire dans le latin Tacite. On a voulu lui donner un tour classique alors ? C'est la tendance des études, c'est la tendance, ou cela fut longtemps, la tendance à la traduction. Mais à l'heure actuelle, je crois que traduire ou retraduire Tacite en gardant des phrases nominales, une syntaxe torturée, une préférence pour le nom plutôt que le verbe, ça serait une belle entreprise. En tout cas, il y a des passages de Tacite qui constituent sans doute les pages les plus belles, les plus violentes, ou au nombre de celles qui sont les plus séduisantes pour un lecteur moderne, dans la littérature latine. Il sembla que les dieux, pour que le forfait fût manifeste, eussent ménagé à cette nuit tout l'éclat des feux célestes et tout le calme d'une mer paisible. Le vaisseau n'était pas fort avancé en mer. Agrippine avait avec elle 2 personnes de sa cour. Tout à coup, au signal donné, le plancher de la chambre croule sous des masses de plomb énormes dont on le charge. Agrippine et sa suivante, Acéronie, furent garanties par les saillies du dais, qui se trouva assez fort pour résister à la chute. Et le vaisseau ne s'entr'ouvrait pas, comme il le devait, à cause du trouble général, et parce que la plupart, n'étant point instruits, gênaient ceux qui l'étaient. On ordonna aux rameurs de peser tous du même côté pour submerger le navire, mais un ordre aussi subit fut exécuté sans concert, et d'autres, faisant le contrepoids, ménagèrent aux naufragés une chute plus douce. Cependant, Acéronie, assez malhabile pour crier qu'elle était Agrippine, et qu'on vint sauver la mère du prince, est assommée à coups de crocs, de rames et des premiers instruments que l'on trouve. Agrippine, gardant le silence, ce qui l'empêcha d'être reconnue, reçut pourtant une blessure à l'épaule. Ayant gagné à la nage, puis sur des barques qu'elle rencontra, le lac Lucrin, elle se fait porter à sa maison de campagne. Au moment où Néron se flattait d'apprendre le succès du complot, on lui annonce qu'Agrippine, blessée légèrement, s'était échappée, après avoir couru assez de risques pour qu'il ne lui restât pas le moindre doute sur l'auteur du crime. Car il y a d'abord ce côté profondément ridicule de l'attentat raté du navire où rien ne marche. C'est-à-dire quand un empereur artifex voit ses artifices qui ne fonctionnent pas, puis se replie d'Agrippine dans une villa palais où il ne lui reste plus que du vide autour d'elle. Tout autour, dans la baie de Baie, le cercle... La baie de Naples ? La baie de Naples, oui, le cercle d'une foule muette dans la nuit, spectatrice, de loin. Et puis dans l'intimité, tout à fait comme dans une tragédie, il y a des bras, des armes qui se lèvent, et un dernier cri frappe au ventre. « Frappe ici !» s'écria-t-elle, et elle expira, percée de plusieurs coups. On s'accorde sur ces faits. Que Néron ait considéré sa mère morte et qu'il ait loué la beauté de son corps. Les uns l'assurent, les autres le nient. Ce corps fut brûlé dans la nuit même, sur un lit de festin, sans aucune pompe funèbre,
Et à l'endroit où les cendres furent déposées, on ne prit pas même la peine, tant que Néron vécut, de rassembler un peu de terre, ni de les garantir par une enceinte. Quant à la scène finale, elle est sublime. Un affranchi d'Agrippine, nommé Mystère, se poignarda sur le bûcher de sa maîtresse, soit par attachement pour elle, soit par crainte pour lui-même. Agrippine avait, longtemps auparavant, connu et bravé son sort. Consultant les Chaldéens sur Néron, on lui répondit qu'il régnerait pour tuer sa mère. « Soit, dit-elle, pourvu qu'il règne. » Et il y a là ce goût très fort de Tacite. Sacrifice. Et pour deux choses. C'est-à-dire, d'abord, il dit dans les Annales que finalement, il n'y a plus de vertu que chez les humbles, de fidélité que chez les affranchis, les esclaves. Et d'autre part, il y a dans toute personne, dans tout grand homme, grande femme, il y a une force intérieure qui s'exprime par les derniers mots, les ultima verba. Et ici, ceux qui sont à la fin du récit et qui sont l'épitaphe d'Agrippine sont un trait littéraire de la part de Tacite absolument prodigieux. Agrippine se sacrifiant à la raison d'État. Agrippine ayant peut-être résolu dans sa personne la grande contradiction qu'il y a en vouloir le pouvoir à tout prix pour soi ou pour les siens, c'est-à-dire, pour Tacite, accepter dans une certaine mesure d'être un monstre. Agrippine fut peut-être un peu monstrueuse avant que son fils le soit. Vraiment. 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 C'est-à-dire que nul n'est innocent en histoire. Nul n'est innocent. Voilà ce qui résume la pensée de Tacite. Il y a néanmoins des criminels utiles. Et il se peut que l'histoire, qui est décrite comme un ramassis de crimes et de sang et de guerre, procède de cette passion, de cet univers des passions, beaucoup plus que des repères de la raison. Ce qui fait qu'avec Tacite, on va au-delà de l'histoire. On y va par le style, on y va par la vision, et c'est peut-être ce qu'on appelle le sublime de Tacite. Écrire pour lui, c'est plusieurs choses. C'est premièrement dire la liberté. Il est un homme qui a reçu la formation oratoire. Il est un lecteur de Cicéron et il est un lecteur de Virgile. Et cela nous permet au passage de remarquer certains aspects tout à fait dominants et admirables de la tradition latine. Dans le monde où nous vivons actuellement, on présente sur cette tradition des opinions tranchées. Les uns disent l'Empire était beau parce que c'était le pouvoir absolu. Par les temps que nous vivons, ils sont peu nombreux. Mais il y en a d'autres où ils l'ont été beaucoup, et je pense en particulier à Nietzsche. Et puis, il y en a d'autres qui disent Tacite est avant tout un révolté, est avant tout un homme qui condamne son temps, qui condamne les empereurs, qui condamne leur folie ou leur grossièreté, qui condamne Néron. Après tout, Néron était peut-être beaucoup plus estimable qu'il ne le dit. En même temps qu'il critique donc beaucoup les gens qu'il a vus de si près, en même temps il essaie d'agir sur eux. Avec une psychologie qui est à la fois une psychologie du désespoir et une psychologie de l'espérance, parce qu'il espère quand même sauver Rome. Il y a une raison pour laquelle il espère la sauver, c'est qu'il pense que les gens vertueux sont encore pires que les gens féroces. L'empereur Claude célébra les Jeux séculaires 800 ans après la fondation de Rome, 64 ans depuis ceux d'Auguste.
ayant parmi eux Britannicus, fils de l'empereur, et Domitius, à qui, depuis l'adoption donna l'Empire et le surnom de Néron, le peuple fit éclater en présence même de Claude sa prédilection pour Domitius, ce qu'on interpréta comme un présage de sa grandeur future. Cette inclination du peuple était un reste de son ancienne idolâtrie pour Germanicus, de qui Néron se trouvait le seul descendant mâle. Et sa mère inspirait un intérêt plus vif, à cause de la cruauté de Messaline, qui, toujours son ennemie dans le cœur, et alors plus animée que jamais, n'eût pas manqué de lui susciter des accusations si un nouvel amour, qui tenait de la fureur, ne l'eût entièrement occupé. Elle avait conçu pour le jeune Silius, le plus beau des Romains, une passion si violente qu'elle le força de chasser à l'instant de son lit Silana, malgré tout l'éclat du nom de cette femme, afin que son amant lui fût abandonné tout entier. Silius ne se déguisait ni le crime ni le péril, mais sa perte eût été certaine en refusant Messaline, et il avait quelque espoir de tromper Claude. D'ailleurs, les grandes récompenses l'éblouissaient. Les dangers n'étaient que dans l'avenir et les jouissances présentes, ce qui était un dédommagement. Pour Messaline, elle bravait tous les regards. Elle ne quittait point la maison de son amant, elle y traînait tout son cortège. Elle s'attachait à tous ses pas, elle accumulait sur lui les richesses, les honneurs. À voir enfin les esclaves, les affranchis de l'empereur et toute la pompe des Césars qui entouraient Silius, on l'eût cru déjà investi de la puissance impériale. Pourtant, aux yeux de Tacite, certains héros, dans cette galerie de monstres, restent malgré tout des modèles de bravoure et de cette virtus romaine, peut-être grâce à leur jeunesse. Ainsi, Germanicus, qui conquit la Germanie. Pierre Lédric. C'est un personnage très attachant à tous les points de vue, même si Tacite, qui est beaucoup plus objectif qu'on ne l'a souvent pensé dans son analyse, voit également les défauts et le côté un peu irritant de Germanicus, qui va bien au-delà de sa fonction, qui prend des décisions qui dépassent largement ses mandats et qui fait du populisme à certains égards aussi. On le voit bien, voilà, avant la lettre. On le voit bien quand il est envoyé par Tibère en Orient, où Tibère finalement l'envoie en Orient pour organiser certains points de la frontière. Et là, il se prend véritablement pour un nouvel Alexandre le Grand. Il se fait aduler des foules et très clairement, pour Tibère, c'était la confirmation que Germanicus était quelqu'un qui avait certainement beaucoup de qualités, mais qui avait largement outrepassé son rôle. Alors je ne justifie pas, loin de là, pour autant, bien sûr, la façon dont Germanicus a péri très très peu de temps après. Hein. On a accusé Tibère de l'avoir fait exécuter. Mais le personnage de Germanicus était tout de même, à certains égards, un peu douteux, et Tacite lui-même ne voit les qualités, mais voit aussi certains défauts. Alors Germanicus, c'est un personnage central des Annales. C'est un personnage tout à fait fascinant chez Tacite, qui d'ailleurs fascine Tacite lui-même. C'est un homme, donc c'est le fils adoptif de l'empereur Tibère. Il a mené une série d'offensives très violentes et très sanglantes sur la frontière germanique en 14, en 15 et en 16 après Jésus-Christ. Donc au tout début du règne de l'empereur Tibère, et il a mené ces offensives en grande partie sans les ordres de Tibère, contre Tibère. Et c'est très intéressant de voir la façon dont Tacite explique et analyse cette dualité, parce qu'en fait, celui qui avait raison, c'était Tibère. Tibère estimait qu'il ne fallait pas mener des offensives comme ça. Lui-même avait été un très grand commandant à l'époque d'Auguste, il avait commandé notamment en Germanie, et avait obtenu des résultats tout à fait importants. Donc il y a cette lutte très importante, et finalement Tibère rappelle Germanicus en 16 après Jésus-Christ, au motif de le faire revenir à Rome pour un triomphe, mais avant tout pour l'arracher, pour arrêter les frais, pour arracher le jeune Germanicus à ses légions. Alors Tacite est partagé parce qu'à la fois dans son récit on sent bien qu'il comprend l'empereur et qu'il comprend que ses campagnes ne mènent pas vraiment à rien, mais en même temps il voit Germanicus comme un peu le dernier symbole d'une politique de vertu, de virtus comme disaient les Romains, et qui finalement s'éteint avec Germanicus et avec Tibère, puisque le repli ordonné par Tibère
eh bien sera définitif, on peut le dire, et sera sanctionné quelques décennies après par le début de la consolidation de la frontière germanique, ce qu'on appelle le limes, pas vraiment un mur, mais disons une zone de contrôle avec des fortifications et surtout des points de passage obligés pour réguler les échanges, mais en tout cas qui marquait, à partir de Domitien, très clairement dans le sol, le fait que Rome renonçait à conquérir au-delà d'une certaine zone qui en gros correspond au Rhin et un peu au-delà du Rhin sur certains points. Donc Trajan s'inscrit dans la même logique. Donc Tibère avait raison, mais en même temps Germanicus aussi finalement. Oui, d'après ce que vous expliquez. Bien sûr, Pierre les deux avaient raison. Tibère avait raison d'arrêter Germanicus sur ce type de stratégie de conquête. Toute la question est de savoir si Trajan, en suivant une stratégie qui pouvait être celle d'Agricola en Bretagne, avait véritablement les moyens d'avancer durablement en Germanie. Ça, c'est une question qui restera éternellement posée. Pour ma part, je pense qu'il pouvait envisager d'avancer durablement, mais de là à conquérir toute la Germanie jusqu'à l'Elbe et même au-delà, ça c'est une autre question qui restera évidemment posée pour toujours. Prenant des routes détournées, inconnues des sentinelles, enveloppé de la dépouille d'un animal sauvage, suivi d'un seul homme, Germanicus traverse les rues du camp. Il s'arrête à chaque tente. Il jouit du plaisir d'entendre sa renommée. L'un exaltait sa haute naissance, l'autre les grâces de sa personne, la plupart sa patience, son affabilité, son humeur toujours égale dans les affaires comme dans les plaisirs. Tous se promettaient de lui témoigner leur reconnaissance sur le champ de bataille, en immolant les parjures et les infracteurs de la paix à sa vengeance et à sa gloire. Cette nuit-là, Germanicus eut un songe qui le transporta de joie. Il se figura qu'il sacrifiait et que le sang des victimes ayant rejailli sur sa robe, il en avait reçu une plus belle des mains de son aïeul Augusta. Encouragé par ce présage avec lequel s'accordaient les auspices, il convoque les soldats, il leur représente tout ce que sa prudence leur a ménagé pour le succès de la bataille. Les plaines n'étaient pas le seul terrain convenable aux soldats romains. Les bois leur offraient autant d'avantages s'ils voulaient s'en servir. Les barbares, avec leurs énormes boucliers et leurs longues lances, ne pouvaient, au milieu des troncs d'arbres et des rejetons qui couvraient la terre, agir aussi librement que les Romains avec leurs pilums, leurs épées et des armures serrées contre leur corps. Si l'ennui de la mer et des longues marches faisait désirer aux Romains la fin de leurs travaux, ils la trouveraient dans ce combat. L'Elbe était déjà plus près que le Rhin et au-delà plus de guerre. Si toutefois, lorsqu'il marchait dans ces mêmes régions, sur les traces de son père et de son oncle, il voulait l'y rendre vainqueur comme eux. Le soldat répondit au discours de son général par la plus vive allégresse et l'on donna le signal du combat. De plus, il faut ajouter que la Germanie de Tacite est également un document très intéressant quant aux mœurs des Germains, ce qui est un élément très important pour l'historien, alors pour l'analyse de l'histoire. Ah, c'est un traité passionnant et c'est très amusant à lire, très intéressant. Vous rappelez certains détails, par exemple ? Oh bah, y a beaucoup de choses amusantes dans ce traité, et beaucoup de choses aussi qui sont plus surprenantes. À un moment, Tacite écrit que les Germains, on pourra les vaincre par les armes, mais il ne faut pas hésiter à les faire boire aussi, parce qu'ils ont un penchant pour l'alcool. Il a des propos qui sont assez sidérants, et d'un assez mauvais goût, il faut le dire. Et on pense aussi à la façon dont les Américains ont traité les Indiens bien après. Et puis à côté de ça, vous avez des éléments beaucoup plus importants, et vous avez aussi quelques accents peut-être un peu pathétique dans lequel Tacite se demande si l'Empire romain ne va pas céder un jour sous les coups des peuples germains. Le principal aiguillon de leur courage, c'est que leurs troupes ou bataillons ne sont pas le résultat du hasard, ni d'un amas fortuit d'hommes. Ils sont formés de membres de la même famille et de parents. Tout près d'eux sont les gages de leurs affections. Ils peuvent entendre les cris des femmes éplorées et les vagissements des enfants.
C'est de là qu'ils attendent les plus grandes louanges. Ils viennent montrer leurs blessures à leur mère, à leurs femmes. Elles portent aux combattants des vivres et des exhortations. On raconte que des armées qui déjà pliaient et lâchaient pied avaient été ralliées par les femmes grâce à l'obstination de leurs prières, à leur poitrine présentée aux fuyards, à la menace d'une captivité imminente, sort qu'ils redoutent bien plus fortement pour leurs femmes que pour eux-mêmes. Aussi, n'y a-t-il pas de moyen plus sûr pour lier la volonté de leur ville que d'exiger pour otage des jeunes filles de naissance? Ils supposent aux femmes je ne sais quoi de saint et de prophétique, et ils ne méprisent pas leurs conseils, ni ne négligent leurs réponses. Nous avons vu sous Vespasien Véléda, honorée chez plusieurs peuplades comme une divinité. Et puis quand les maris revenaient avec une défaite, les maris se faisaient exécuter par les femmes. Et il y a des, c'est absolument épouvantable. Il y a des pages de la vie de Marius par Plutarque qui racontent ces éléments qui sont absolument sidérants, des carnages collectifs, des Germains qui reviennent au camp et qui se font massacrer par leurs femmes avec des scènes de suicide collectif effrayantes. Et ça avait marqué très profondément les Romains. Et Tacite en parle encore dans la Germanie, en parlant de la furie des femmes germaniques. Et d'ailleurs assez largement aussi de la furie des Germains. C'était un grand thème pour les Romains. C'est la chevauchée des Valkyries avant la lettre. Ah oui, tout à fait. Claude Aziza, dans ses histoires, Tacite évoque un épisode particulier sur lequel je voudrais m'arrêter avec vous. Il s'agit de ce qu'il appelle la réduction de la Judée, qui a été entreprise donc d'abord par l'empereur Vespasien et prolongée en quelque sorte par Titus. Dans quelles circonstances intervient cette réduction de la Judée par les Romains ? Oui, ça intervient, la guerre commence. La guerre commence en 66 et Vespasien, qui est le général en chef de l'armée d'Orient, va partir à Rome pour essayer de prendre le trône dans l'année 69, parce qu'il a été nommé par ses troupes empereur, et il laisse son fils Titus finir tout seul le siège de Jérusalem. Et la guerre va se terminer en 70 par la prise de Jérusalem et l'incendie du temple. Et elle se poursuivra d'ailleurs jusqu'en 72 ou 73, on ne sait pas trop, et s'achèvera par la prise de Masada. Voilà. Alors Tacite, lui, raconte cette guerre, et qu'il la raconte dans les histoires, donc entre 104 et 109 à peu près, pour la date de publication des histoires, ce qui fait que finalement l'épisode de la guerre juive était encore relativement frais dans les esprits. Ça fait un peu plus d'une génération, entre 72 et 104, une petite trentaine d'années. Donc le ton général du livre 5, qui raconte cet épisode, c'est le ton d'un Romain de grande famille, comme Tacite, convaincu de la supériorité romaine et qui ne comprend pas comment les Juifs ont non seulement osé se révolter, mais encore ont tenu quand même 6 ans contre la meilleure armée du monde, quoi. Alors ça, c'est une espèce d'indignation qui finalement va rendre Tacite extrêmement sévère envers les Juifs, de deux façons. La première, c'est qu'au début du livre 5, il va raconter les origines du judaïsme, du peuple juif, et un peu plus loin, il va donner un tableau des Juifs contemporains, des Juifs qui sont à Rome. Moïse, pour mieux s'assujettir la nation, lui donna une religion toute nouvelle et absolument contraire à celle des autres peuples. Là, on a de l'horreur pour tout ce que nous révérons. À leur tour, ils se permettent ce qui nous révolte. La figure de l'animal, dont les traces leur avaient indiqué l'eau et le chemin, est consacrée dans leur sanctuaire. Ils sacrifient le bélier comme pour insulter Ammon. Ils s'abstiennent du porc, en mémoire de cette maladie honteuse dont eux-mêmes jadis avaient été frappés. Les jeûnes fréquents qu'ils s'imposent sont un aveu de la longue famine qu'ils éprouvèrent autrefois. Et comme alors ils mangeaient sans préparation le grain qu'ils enlevaient, ils en retiennent une image dans leur pain, qui n'est point fermenté.
On dit que le repos leur fut prescrit le 7e jour parce que c'est le jour qui mit fin à leurs travaux. Tous ces rites, quelle qu'en soit l'origine, se justifient par leur antiquité. D'autres institutions sinistres, infâmes, n'ont prévalu que par la dépravation. Car leur temple fut le réceptacle de tous les scélérats qui, abandonnant la religion de leur père, venaient y porter en foule leur argent et leurs offrandes, ce qui accrut la puissance des Juifs. Outre qu'ils ont entre eux un attachement obstiné, une commisération active, hein, c'est le fameux complot judaïque, si vous voulez, qui contraste avec la haine implacable qu'ils portent au reste des hommes. Ça, c'est intéressant. Hein. Les Juifs sont l'ennemi du genre humain, accusation qui sera reportée contre les chrétiens. Jamais ils ne mangent, jamais ils ne couchent avec des étrangers. C'est intéressant. Et cette race, quoique très portée à la débauche, iactissima ad libidinem, s'abstient de tout commerce avec les femmes étrangères. Entre eux, en revanche, rien d'illicite. Ils instituèrent la circoncision pour se reconnaître par ce signe distinctif. Ceux qui adoptent leur religion observent les mêmes usages. La première instruction qu'on leur donne, c'est de mépriser les dieux, d'abjurer la patrie, d'oublier parents, frères, enfants. Et ça, c'est intéressant parce que c'est le juif cosmopolite. En quelque sorte, les juifs sont des gens qui n'ont pas de Dieu. Il s'agit bien entendu des dieux romains, qui n'ont pas de patrie et qui, finalement, abandonnent leur famille de façon à se regrouper entre eux. Bon. Alors ça, c'est intéressant, c'est qu'un tout petit peu plus loin, Tacite dit exactement le contraire de ce qu'il vient de dire. Pourtant, ils ont grand soin de l'accroissement de la population. Ils regardent comme un crime de tuer un seul des enfants qui naissent. Bon, je ne continue pas, il y a exactement... Bon... Et ce qui fait que, en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'ils font attention à leur famille. Et il y a donc une espèce de gêne de la part de Tacite qui se comprend d'ailleurs. C'est-à-dire que, à la fois, il se fait l'écho de tous les préjugés qu'il pouvait y avoir à Rome, préjugés qui avaient été encore renforcés par la guerre, qui avait fait, d'après Joseph, quelque chose comme 600 000 morts. Hein, c'est énorme. Bon, on nous donne des chiffres absolument faramineux, Jérusalem rasée, etc. Les troupes romaines tenues en échec très longtemps. Et donc, le Tacite se rattrape à sa façon, c'est-à-dire qu'il brosse des Juifs un tableau au noir, mais qui n'est pas tout à fait faux quand même. Le secret là, si vous voulez, c'est une réaction de Romains absolument outrés devant tant d'outrecuidance. Après la sanglante dynastie julio-claudienne, règnent les Flaviens, puis les Antonins, Nerva, Trajan, Adrien, Antonin et Marc Aurèle. Alain Michel, on sait que Tacite vit et écrit son œuvre pendant cette dernière période, qui est aussi l'apogée de l'Empire romain. Pourtant, son amour de la grandeur de Rome semble peu à peu s'altérer. Il est mort assez vite, sans avoir tout à fait achevé les annales. Mais, autrement dit, nous pouvons soupçonner que le pessimisme historique est en train de l'emporter chez Tacite, en même temps que la volonté acharnée de sauver le Principat. Et ce sont ces deux nuances qui expliquent son œuvre, qui expliquent son style, qui expliquent sa raison d'écrire, parce qu'après tout, c'est aussi cela qui m'intéresse. Je suis un littéraire. Je me passionne pour l'écriture tacitienne, qui est une des plus belles que l'on ait connue, précisément qui est d'une bonne manière l'une des sources de Dante et de cette espèce de brièveté supérieure et de tristesse auguste, altière, orgueilleuse que celui-ci a emprunté à la tradition de Rome et à la tradition de l'Italie. Oui, Tacite a voulu exprimer à la fois la grandeur à laquelle il continuait à croire et en même temps toutes les formes de désespoir qui se présentaient à lui comme des tentations et des hantises. Alors bien entendu, il y a
une sorte d'équilibre et d'équilibre singulier qui se présente dans son œuvre et qu'on trouve en particulier vers 108 dans l'introduction qu'il donne aux histoires. On sait que les histoires qu'il a écrites d'abord étaient l'histoire des Flaviens et il aborde ensuite donc l'histoire de Trajan, d'Adrien qui vont précéder les Antonins. De telle sorte que il assiste en somme à une renaissance de la grandeur. Le siècle de Trajan est considéré comme cela. Et en même temps, il s'aperçoit que le ver est dans le fruit, que la folie est dans le pouvoir, que la décadence est dans la puissance. Et il s'agit pour lui de mettre ensemble et de maintenir ensemble ces deux termes opposés que sont le sublime et la tristesse. En somme, il rêve d'une tristesse sublime qui lui permettrait de survivre. Et il le dit au début des histoires, « J'aborde une œuvre que le malheur enrichit, que les combats rendent horribles, que divisent les séditions, qui reste cruel dans la paix même, 4 princes tués par le fer, 3 fois la guerre civile, plus de guerres étrangères, et la plupart du temps, les unes et les autres à la fois. Et puis l'Italie accablée par des désastres nouveaux, renouvelés après une longue série de siècles, les villes mises à sac ou renversées sur la côte féconde entre toutes de la Campanie, Rome elle-même dévastée par les incendies. J'en passe. Et le paragraphe suivant nous dit « Cependant ce siècle ne fut pas assez stérile en vertu pour ne pas produire aussi de bons exemples. Des mères suivirent leurs enfants en fuite, des femmes leurs maris en exil. La foi des esclaves fut opiniâtre même contre les tortures. Des hommes illustres résistèrent aux suprêmes épreuves avec courage, et leur mort égala en gloire celle des anciens. Jamais plus affreux massacre dans le peuple romain, jamais justice plus significative, ne prouvèrent que les dieux ont pour souci non pas notre sécurité, mais notre vengeance. » Un homme vertueux fait l'équilibre avec un peuple amolli. Et toute l'œuvre de Tacite est faite de cette rencontre d'une satire désespérée avec une philosophie héroïque. D'où un style qui est en même temps le style du dédain, le style de l'invective, le style de Juvénal, qui est contemporain, et en même temps un style issu de Cicéron, mais surtout de Virgile, un style de poésie. Cette exaltation de la poésie, du courage poétique, de la liberté du poète qui s'est réfugié, comme il dit, dans des lieux purs et innocents, est présentée dans ce qui constitue, en quelque sorte, l'art poétique de Tacite, et qui s'appelle le dialogue des orateurs, où il aboutit à cette conclusion. Il faut être poète, il faut être dans la solitude, et il faut accepter les princes en essayant de les conduire vers la vertu. L'histoire est perpétuellement cette oscillation entre ce qu'on pourrait appeler l'héroïsme poétique et philosophique, platonicien et stoïcien, qui vient de Cicéron et qui vient de Virgile, et d'autre part, le sentiment d'une fatalité tragique. Déjà les forces, déjà la vie abandonnait Tibère, et le masque de sa dissimulation ne le quittait pas. Ses discours étaient aussi soutenus, son esprit et ses regards aussi attentifs. Quelquefois même, il cherchait l'enjouement pour cacher un dépérissement qui frappait tous les yeux. Enfin, après avoir souvent changé de séjour, il s'arrêta au cap de Misène, dans une terre qui avait autrefois appartenu à Lucullus. Là, on découvrit que sa fin approchait. Et voici comment. Il y avait un médecin habile nommé Chariclès, qui, sans être en possession de gouverner le prince dans ses maladies, lui donnait souvent des conseils. Chariclès, alléguant des affaires,
se leva pour sortir et, prenant la main de l'empereur sous prétexte de la baiser, il lui tâta le pouls adroitement. Son intention n'échappa point à Tibère, car sur le champ, et soit qu'étant offensé, il voulut mieux cacher son mécontentement, il ordonna un nouveau festin et resta à table plus longtemps que de coutume, comme par honneur pour un ami qui allait le quitter. Cependant, Chariclès assura Macron que les forces s'éteignaient, que le prince n'avait pas plus de 2 jours à vivre. Dès ce moment, on précipita les conférences à la cour et les dépêches pour les généraux et les armées. Le 17 des calendes d'avril, il tomba dans un évanouissement profond. On le crut mort. Déjà, Caius, au milieu des félicitations d'une cour nombreuse, sortait pour prendre possession de l'Empire lorsque tout à coup, on vint dire que la connaissance, que la voix revenait à Tibère et qu'il demandait de la nourriture pour réparer son épuisement. À cette nouvelle, tous s'épouvantent, on se disperse de tous côtés, chacun revient prendre devant Tibère l'air de l'affliction ou de l'ignorance. Caius, dans un silence morne, n'attendait plus au lieu de l'Empire que le supplice. Macron, plus hardi, fait étouffer le vieillard sous un amas de couvertures et commande qu'on se retire. Ainsi finit Tibère dans la 78e année de son âge. Dès la Renaissance italienne, Tacite devient le livre de chevet des historiens, des philosophes, mais aussi des puissants. Montaigne, le pape Paul III, Cosme de Médicis, puis Richelieu, la reine Christine, jusqu'à Giambattista Vico, Hegel et Napoléon, méditent l'enseignement des Annales. Le tacitisme apparaît chez les humanistes florentins au XVIe siècle, avec l'historien Guichardin, le contemporain de Machiavel. Mais en réalité, Alain Pons, que relit-on chez Tacite? Ce courant, si vous voulez, se développe avec le courant que l'on appelle la raison d'État. Cette notion sur laquelle on a beaucoup écrit, dont on attribue en général la paternité à Machiavel, bien que ça ne soit pas exprimé chez lui, mais qui va déboucher donc sur à la fin du XVIe siècle, en Italie d'abord, et ensuite ça sera repris un peu partout, en France et en Allemagne, sur cette notion de raison d'État que l'on peut, si vous voulez, définir rapidement, comme étant, vous voyez, la prise de conscience que l'État en lui-même, tout État, et quelle que soit sa forme d'organisation politique, comment dirais-je, entraîne pour son existence, pour sa conservation et son développement, des exigences propres, des exigences spécifiques qui ne relèvent ni de la morale ni de la théologie, comme c'était le cas jusque-là. N'est-ce pas ? Et alors c'est cette vision rationaliste et moderne de la politique qui va se trouver en quelque sorte avoir été exprimée des siècles et des siècles avant par Tacite. Autrement dit, comme je l'ai déjà mentionné, derrière Tacite, on lisait évidemment Machiavel. On faisait le parallèle entre le portrait de César Borgia dans Le Prince et d'autre part le portrait de Tibère dans les Annales de Tacite. Effectivement, et c'est là un point qui est extrêmement intéressant, on peut rapprocher ces deux visions de la politique, des visions extrêmement réalistes, même cyniques. On prime effectivement la raison d'État. Et effectivement, c'est la raison d'État. Alors, mais d'autre part, c'est ici qu'il faut noter que, comme je l'ai dit, Machiavel s'appuyait essentiellement sur Tite-Live. Et ses discours sur Tite-Live, c'est là qu'il exprime ses idées républicaines. Alors, bien entendu, ce n'est pas le moment de parler des problèmes assez insolubles, des rapports entre le prince et les discours sur Tite-Live, mais Tite-Live était chez lui, et le sera dans les siècles suivants, pas comme le représentant, au fond, des idées républicaines à Rome. Tandis qu'au contraire, Tacite, c'est celui qui parle de l'Empire, qui parle des empereurs, donc qui parle de la monarchie en général.
Et alors, on verra au XVIIe siècle une espèce de lutte entre, d'un côté, les admirateurs de Tite-Live qui sont plus ou moins anti-monarchistes, en tout cas qui sont contre la monarchie absolue, n'est-ce pas, qui est à partir de Richelieu en train de s'installer, et puis d'autre part, tous ceux qui soutiennent donc cette idée de monarchie absolue et qui, eux, se réclament justement de Tacite. L'Empire est un régime bâtard, est un régime volontairement ambigu, un régime qui s'avance masqué. Mais qu'est-ce que c'était que ce régime? Les Romains se posaient la question. Ils avaient perdu, je crois, tout espoir de restauration républicaine. On pourrait se passer du poste d'empereur et revenir à la bonne vieille République où on faisait ses affaires entre soi, n'est-ce pas? L'aristocratie sénatoriale, c'est ça le modèle de la République. On y avait songé, même pendant la guerre civile de 68, 69, il y a eu quelques propositions, mais ça ne marchait pas, ça n'a pas été reçu. Et puis il y avait les soldats qui étaient là pour empêcher que ça se fasse, parce que eux, ils étaient les bons bénéficiaires du régime, donc c'est un régime militaire, mais qui ne l'avoue pas entièrement avec beaucoup de précaution. Et donc les Romains se posaient cette question, mais enfin nous, la République romaine, nous avons été la République triomphante. La République, c'est un État où il n'y a pas de roi, où il n'y a pas de monarque. C'est une oligarchie tant que vous voulez, mais enfin c'est un régime dans lequel les gouvernants sont égaux entre eux. Ils s'obéissent à tour de rôle dans leurs fonctions, mais il n'y a pas de roi. Et puis ça s'est terminé. Il y a un empire gigantesque, mondial, mais il y a un empereur aussi. Et qu'est-ce que c'est donc que l'empereur? Je dirais que cette question, qui est la question de Tacite, sûrement, était la question d'autres historiens, ou hommes politiques, ou écrivains, ou orateurs du temps de l'Empire romain, c'est toujours la nôtre. Je vous dis tout de suite, nous n'avons pas de solution. C'est un phénomène toujours très difficile à comprendre. Tout ce que nous pouvons, c'est essayer de l'analyser en faisant feu de tout bois. Alors, malheureusement, notre bois principal, pour cette question-là, c'est toujours Tacite, bien que nous ne l'ayons pas conservé en entier, et nous n'avons guère que ça pour essayer de comprendre à notre tour un régime politique, des structures sociales, des rapports de pouvoir, qui sont naturellement, qui sont inscrits dans une longue tradition, donc il faut bien connaître, ou essayer de bien connaître tout le droit public romain, et en même temps où chaque époque, chaque souverain, chaque homme politique apporte des modifications, apporte sa marque, n'est-ce pas? Alors au milieu de tout ça, donc, nous avons ce fil d'Ariane qui est Tacite. C'est très long, il entre dans toutes sortes de détails, c'est bourré de renseignements excellents, de première main, et sur lesquels nous pouvons nous fonder. La matière d'une histoire objective, elle y est dans Tacite, mais toujours tellement artistement oblitérée, déguisée, ou tout simplement contredite par d'autres passages, et surtout admirablement exprimée. Au fond, on est en train de se dire, il est en train de me faire les poches, n'est-ce pas? Alors, il est tellement fort, tellement intelligent, tellement merveilleux, que dois-je croire ce qu'il nous dit? Et c'est la grande question. On essuya cette année un désastre qu'on ne sut auquel attribuer du hasard ou bien de Néron. Ce fut le plus cruel et le plus terrible
que le feu eût jamais causé à Rome. L'incendie commença dans la partie du cirque contiguë au mont Palatin et au mont Célius. Là, les boutiques, se trouvant remplies de toutes les matières qui sont l'aliment de la flamme, le feu, violent dès sa naissance et poussé par le vent, eut en un moment enveloppé toute la longueur du cirque, où il n'y avait aucun de ces palais protégés par leur enclos, aucun de ces temples isolés par des murs, rien enfin qui pût retarder sa marche. Courant donc avec impétuosité, ravageant d'abord tout ce qui était de niveau, puis s'élançant sur les hauteurs, et de là, redescendant encore, l'incendie prévint tous les remèdes par la rapidité du mal, et par toutes les facilités qui donnaient des massifs énormes de maisons, des rues étroites, irrégulières et tortueuses, comme celles de l'ancienne Rome. D'ailleurs, les lamentations et les frayeurs des femmes, la faiblesse des vieillards et celle des enfants. Puis, les habitants qui se pressaient, ceux-ci pour eux-mêmes, ceux-là pour d'autres, traînant des malades ou les attendant, les uns s'arrêtant, les autres se hâtant. Tout ce trouble empêchait les secours, et souvent, tandis qu'ils regardaient derrière eux, ils se retrouvaient investis par devant ou par les côtés. Ou bien, s'ils tentaient de se réfugier dans les quartiers voisins, les trouvant déjà la proie des flammes, ils se voyaient encore, à des distances qu'ils avaient jugées considérables, poursuivis par le même fléau. Enfin, ne sachant plus où était le péril, où était le refuge, ils restent entassés dans les rues, étendus dans les champs, quelques-uns ayant perdu toute leur fortune et n'ayant pas même de quoi subsister, d'autres, par amour pour des proches qu'ils n'avaient pu arracher à la mort, avec tous les moyens d'échapper, s'ensevelir dans les flammes. Néron, pour consoler le peuple, errant, sans asile, fit ouvrir le champ de Mars, les monuments d'Agrippa, et jusqu'à ses propres jardins. Mais il y avait un bruit, universellement répandu, à l'instant même de l'embrasement de sa capitale. Il était monté sur son théâtre et y avait chanté la destruction de Troie, par une allusion de cet ancien désastre à la calamité présente. Et Tacite nous dit que la nuit où cela se passa était une nuit sereine et resplendissante d'étoiles, comme si les dieux au ciel avaient voulu clairement voir le crime. Les dieux au balcon, les dieux qui acceptent le mal, parce que ça, c'est la liberté des hommes, qu'ils le voient du haut de leur balcon, et qui espèrent que peut-être un jour, un poète, ou bien un sage, ou bien les deux à la fois, viendra décrire ce monde, et comme il sera un poète et un sage, équilibrera à lui tout seul tous les vices et toutes les décadences, et maintiendra l'équilibre de la civilisation. Voilà Tacite. Je crois qu'on peut expliquer l'admiration, un peu inquiète, mais sereine en même temps, qu'il a su inspirer. Une vie, une œuvre, Tacite, l'amour de Rome et le désespoir de l'historien. Avec les professeurs Claude Aziza, Jacques Gaillard, Claude Nicollet, Alain Michel et Alain Ponce, ainsi que Pierre Lédric, directeur de relations sociales. Texte lu par Jean Negroni et Evelyne Guimara dans la traduction de Nizar de 1850. Mixage, Philippe Brodin et Mathieu Cavalli. Une émission de Pascal Lismonde, réalisée par Monique Vaïté.
Une autre fois, reprit Maternus, vous pourrez disposer de moi. Et les points sur lesquels mon discours a pu laisser quelque obscurité, nous les discuterons encore. Alors, les orateurs, Maternus et Messala, se levèrent, et, embrassant Appert, « Je vous dénoncerai aux poètes, dit Maternus. Moi, aux partisans de l'Antiquité, dit Messala. Et moi, dit Appert, aux maîtres de nos écoles et à nos rhéteurs. » On se mit à rire, et nous nous séparâmes.